À la une ce soir, des milliers de manifestants dans les rues de la capitale aujourd'hui. Le mouvement de protestation contre la suppression des contrats aidés se durcit. La mobilisation sera reconduite demain. Nous ferons le point sur la forme qu'elle prendra. Les Martiniquais solidaires des voisins de la Dominique, la Fédération des très petites entreprises organise des collectes de dons qui seront redistribués dans les zones les plus reculées dans l'île dévastée. L'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle, grande gagnante des sénatoriales. Ces deux candidats, Catherine Conconne et Maurice Antiste, ont été élus hier. Ils représenteront la Martinique au Sénat. Et puis, gros flop dans l'organisation de la journée dédiée aux étudiants ultramarins à Paris. 200 visiteurs contre 3000 lors des éditions précédentes ont fait le déplacement. Une conséquence d'un désaccord entre l'association habituellement organisatrice et le ministère de l'Outre-mer qui vient de reprendre la main. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ils étaient des milliers à manifester dans les rues de la capitale. Ce matin, la mobilisation contre la suppression des contrats aidés prend de plus en plus d'ampleur. En plus de l'intersyndicale, associations, parents et élèves se sont rendus en cortège à la préfecture. Les représentants des manifestants ont rencontré en fin de matinée le représentant de l'État pour faire part de leurs attentes. Entretien non concluant selon les dires de la secrétaire académique SNES-FSU qui s'exprime face à la caméra de Loïc Régis. Raisonnablement, il y a des avancées, notamment dans le domaine de l'éducation, mais c'est la rue qui pousse. Sans les milliers de personnes, parce qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui dans la rue, sans ces milliers de personnes, on n'arrive pas à obtenir des avancées. Cependant, il y a un mot que l'on attend, c'est le mot de moratoire. Il faut que tous les emplois aidés de la Martinique puissent être repris. Nous sommes à l'intérieur d'une unité syndicale et associative, et il y a les syndicats, mais il y a aussi les associations, et on ne va pas les laisser tomber. Donc pour l'instant, tant que ce mot de moratoire n'est pas prononcé, nous continuerons. Il faut bien comprendre qu'on est vraiment dans un mouvement social d'ampleur. Tout le monde est dans la rue aujourd'hui. Plus de 6000 personnes dans la rue en Martinique. Ce n'est pas tous les jours qu'on accède à ça. Donc la chose est qu'aujourd'hui, on ne pousse pas, on veut pousser. Pourquoi? Parce que c'est cette mobilisation-là qui fait qu'on avance petit à petit. Et on n'abandonnera pas tant qu'on n'aura pas toutes nos revendications. Et comme convenu, le préfet a présenté ses propositions par courrier à 15 h cet après-midi. Des offres qui n'ont pas convaincu puisque l'intersyndicale, l'organisation, a décidé de reconduire le mouvement demain. Faisons tout de suite le point avec Valérie Vertal-Loriot que vous venez de voir et elle nous répond par téléphone puisqu'elle sera peine de l'Assemblée générale dans laquelle s'est décidée la reconduite du mouvement. Valérie Vertal-Loriot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez décidé en fin d'après-midi de la reconduction du mouvement. Rappelez-nous ce que vous attendiez et ce qui vous a finalement été proposé par le préfet. Alors, nous avons rencontré le préfet à sa demande à 11 h et lors de cette réunion, il nous a présenté un certain nombre de choses, un certain nombre d'avancées, il est vrai, notamment dans l'éducation nationale. Nous lui avons demandé d'écrire tout ça pour 15 h. À 15 h, nous est parvenu un courrier et on s'est rendu compte du flou du courrier. Je vous donne juste un exemple. Pour les contrats aidés de l'éducation nationale, il parle des contrats renouvelables en décembre 2017. Donc ça veut dire que tous les contrats aidés de l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas assurés et garantis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On se rend compte aussi que dans les associations, ce n'est pas satisfaisant les propositions qu'il fait. Donc, le mouvement est reconduit demain avec des opérations Molokoï et quelques petites surprises le long du parcours. Alors, justement, le mouvement reprendra demain. Alors, quelle forme concrètement prendra la mobilisation? Puisque les parents d'élèves qui nous écoutent ce soir se demandent est-ce qu'il y aura école, est-ce que les mairies seront fermées? Alors, les municipalités, on a vu aussi les maires, les municipalités seront fermées, tous les établissements du second degré aussi seront fermés. Il faut dire que on a rédigé cet après-midi et on a déjà envoyé à Monsieur le Préfet un protocole d'accord que s'il l'accepte, tout simplement, mettra fin au conflit. Donc on est aussi force de proposition dans cette unité syndicale et associative. Donc des opérations Molokoï à partir des 3 mêmes points que l'on avait, desquels on était parti la semaine dernière. À partir de quelle heure? À partir de 6 h. Très bien, merci à vous Valérie Vertal-Loriot d'avoir répondu à nos questions. D'accord, très bien, au revoir.
Et une mobilisation contre la suppression des contrats aidés qui représente chez nous près de 6 000 postes. Alors, à qui servent concrètement ces contrats aidés? Pourquoi sont-ils si importants dans la société martiniquaise? Voyez quelques éléments de réponse avec Loïc Régis. Rebecca enchaîne les contrats aidés depuis 2014. Surveillante dans un collège de Fort-de-France, son poste ne sera pas reconduit cette année. Un emploi à temps partiel, rémunéré 687 € par mois, c'est presque 2 fois moins que le SMIC. Mieux vaut ça que de postuler au chômage. On se sent valorisé parce qu'on part travailler le matin, on s'occupe d'enfants à l'école, on ne vole pas ce qu'on nous donne. Mais c'est vrai que c'est un contrat précaire, c'est un salaire de misère. Une précarité que soulignent les organisations syndicales. Selon Daniel Groma, les contrats aidés n'ont pas vocation à être renouvelés indéfiniment, bien qu'utiles dans le fonctionnement de la société. Beaucoup de contrats aidés ont débouché sur des CDI. Il ne faut pas oublier ça. Faut oublier, par exemple, prenez l'exemple des emplois jeunes où il y a eu beaucoup de recrutements. Ils ont remplacé des agents qui partent à la retraite. Donc les emplois aidés sont indispensables pour les collectivités, pour les associations et pour les établissements scolaires. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Il faut les renouveler, mais il faut les pérenniser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les garder, les jeter après, parce qu'après, ils deviennent des pères de famille, des mères de famille. Donc il faut les garder, ensuite les pérenniser et faire des CDI et après déboucher sur des emplois stables. Majoritairement financés par l'État, les contrats aidés sont des outils destinés à faciliter l'insertion professionnelle, une solution à court terme qui s'applique dans un cadre bien précis. Un contrat aidé, par définition, est un contrat qui est limité dans le temps. Il est limité dans le temps entre 6 mois et 24 mois. Alors, il y a des exceptions pour les personnes de plus de 50 ans, 58 ans, mais on reste dans une généralité. Donc, de 6 mois à 24 mois. Il y a donc, pour l'employeur, des exonérations des charges sociales, patronales. Il y a également des primes. Une prime qui est versée pour couvrir, pour compenser une partie du salaire, puisque dans l'esprit, la personne en situation d'insertion, c'est une personne qui n'est pas encore opérationnelle, pleinement compétente pour pouvoir produire de la valeur ajoutée. Et si ces contrats sont régulièrement prolongés, selon cette sociologue, c'est aussi en raison de l'étroitesse du marché du travail. On se dit, mais comment peut-on militer pour la précarité? Mais ce serait un raisonnement tronqué si on ne reversait pas cette question dans une question de système. Aujourd'hui, le système ne peut pas absorber en l'état, certes et surtout en Martinique, toutes les personnes exclues du marché du travail. Donc, on a besoin de ça pour créer un sas, pour créer un espace de décompression de cette misère sociale. Les contrats aidés concernent les publics les plus éloignés du marché du travail, comme les chômeurs longue durée ou les jeunes en grande difficulté. Politique, vous l'avez suivi en direct sur notre antenne hier soir. Catherine Conconne est devenue la première femme sénatrice de la Martinique avec 464 voix. Et Maurice Santiste, quant à lui, conserve son poste avec 387 voix. Ensuite, Yvon Paquit a obtenu 315 voix. Edith Velayoudon, 44 voix. Boris Bonté, 30 voix. Éric Valère, 16 voix. Et Belfort Bigrota, 204 voix. Un carton plein donc pour l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle. Les candidats investis par le MIM et les Républicains n'ont pas fait le poids. Retour sur cette élection qui s'est jouée en 2 tours avec Kathleen Bilascopette, Alizé Lutran, Michelet François et Jean-Marc Dabreu. Un cadre peu ordinaire pour célébrer la victoire. Ce matin, c'est sur la tombe d'Aimé Césaire que les militants du PPM se recueillent, comme un retour aux sources pour un parti en quête d'unité. Nous lui devons tout. Et lorsque nous, qui prenons la suite politique de son œuvre à Fort-de-France, à la Martinique, eh bien nous avons une victoire, eh bien nous devons la lui dédier, parce que c'est grâce à lui que tout cela se met en place. Après les législatives, ces sénatoriales marquent un nouveau signal fort pour le camp Letchimy. 464 voix en faveur de Catherine Conconne, 387 pour Maurice Santiste. Les 57% de grands électeurs revendiqués par EPMN ont bien suivi la consigne. Nous avons fait un très beau travail, mais je veux dire surtout à ceux qui croient en nous et ceux qui ont participé à cette victoire de ne jamais oublier que ce n'est qu'une étape vers de longues reconquêtes, vers des conquêtes importantes.
En troisième position, Yvon Paquite récolte 315 voix, soit plus d'une centaine de suffrages glanés entre le premier et le second tour. Alfred Marie-Jeanne a-t-il appelé à voter pour le dissident PPM après le retrait de ses poulains Georges Cléon et Marius Narciso? Rien ne permet de l'affirmer, une chose est sûre, les balisiers auront à statuer sur l'avenir du premier adjoint au maire de Fort-de-France. Les instances du parti vont se réunir dans les jours et les semaines qui viennent pour prendre des décisions sur la conduite à adopter concernant un certain nombre de cas qui se posent au niveau du parti. Et c'est souverainement que le comité national va analyser la situation et prendre ses décisions. Restent les grands déçus du scrutin. Parti seul dans la bataille, Belfort-Birota garde un goût amer. Je découvre un monde nouveau, particulier, fait de transactions, d'arrangements souterrains, des trucs un petit peu bizarres qui sont contraires à mes principes. Tandis que la candidate de la droite donne déjà rendez-vous en 2020. Je crois que la droite aujourd'hui, petit à petit, elle va reconquérir son territoire. En tous les cas, je suis optimiste là-dessus et à charge pour nous, aux prochaines élections municipales dans 3 ans, de conquérir vraiment des mairies. Les 2 sénateurs de Martinique ont désormais 6 ans pour faire entendre leur voix de gauche dans une assemblée majoritairement à droite. Et en Guadeloupe, c'est le trio Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Dominique Théophile qui représentera l'île Sœur au Sénat. 3 nouveaux visages dans la fonction, dont un qui, on peut le dire, fait son grand retour sur la scène politique. Analyse de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. En raflant 2 des 3 sièges de sénateurs avec 40% des suffrages, soit 301 voix sur 820 grands électeurs inscrits, Victorin Lurel signe son retour. Une belle performance pour ceux qui le croyaient mort politiquement ou médiatiquement. Il a prouvé le contraire lors de ses sénatoriales et en passant un tacle au GUSR et à la majorité d'Arichalus. Car au vu des chiffres, cette élection s'est jouée entre 2 partis, le Guadeloupe Uni solidaire et responsable et la Fédération du Parti socialiste. Victoire Jasmin, la première adjointe au maire de Morne-à-l'Eau, 2e sur la liste Victorin Lurel, entre à la Chambre haute. Le 3e siège a été obtenu avec 223 voix par Dominique Théophile, ancien président du GUSR et appartenant à la majorité régionale. À noter la liste de Lucas Desmar de la droite, arrivé en 3e position avec 93 voix. Il réalise un score que d'aucuns ont qualifié d'honorable. Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Dominique Théophile sont les heureux sénateurs de la Guadeloupe. Leur premier combat se portera sur la révision de l'arrêté de catastrophe naturelle pris par le gouvernement afin qu'aucune commune ne soit lésée. Le TCSP ne pourra pas transporter de passagers gratuitement le 2 octobre prochain. C'est la réponse du président de la CACEM, Alfred Marie-Jeanne. Pour rappel, le président du conseil exécutif avait demandé par communiqué de presse à Athanase Jeanne-Rose d'assurer gratuitement le démarrage du TCSP le 2 octobre. En réponse, la CACEM annonce ne pouvoir mettre en service le TCSP sur base de communiqué de presse. En complément, il est rappelé qu'une délibération sur les conditions de prise en charge financière de cette gratuité est indispensable et que la CACEM a déjà transmis depuis le 14 septembre dernier le rapport d'analyse de fin de marche à blanc. Athanase Jeanne-Rose conclut qu'il est nécessaire que chacun agisse avec rigueur et prenne toutes ses responsabilités sans esprit polémique afin de faire aboutir ce nouveau service de transport que tous les Martiniquais attendent. Et une nouvelle initiative maintenant pour venir en aide aux sinistrés de la Dominique. La Fédération des très petites entreprises collecte des dons qui seront distribués dans les zones les plus reculées de l'île dévastée. Cas particulier, ce sont des Dominiquais eux-mêmes qui viennent récupérer par bateau les denrées qui pourront redistribuer. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreu. Fitzroy est en mission, chargé de retourner avec des vivres pour ses compatriotes de la Dominique. Regardez son Dominique et puis ça, souffrir, en place qui c'est tellement mauvais, ces gens-là, nous pas ni glo, nous pas ni chimie, nous pas ni rien. So, vous pouvez pour descendre aujourd'hui, pour vivre demain si délai, si mon tapé d'autres toujours. So, mon camarade de tout le monde si on est un petit bagaille, je ça mettait. Parce que nous besoin actuellement, nous avons un problème.
Il est originaire de la Soufrière, située au sud de l'île, éloigné de la capitale Roseau où parvient la majorité de l'aide internationale. Durement frappés par l'ouragan Maria, les habitants ont cotisé pour acheter des denrées en Martinique. Non, bagay pas d'eau Dominique, non. Mon capet tête là, mon fin. Dans l'autre tristesse en bas là, oui. Pas un prix pour parer le soleil. Il y a un mauvais là. Depuis la commune du Prêcheur, des embarcations partent en direction de l'île sinistrée. La Fédération des très petites entreprises de Martinique fournit l'aide logistique. On recherche d'autres personnes qui sont prêtes à donner pour du circuit court, c'est-à-dire pour donner directement aux gens. On ne passe pas par les institutionnels, etc. On envoie directement ici, on est au Prêcheur. Et les gens de Soufrière, de Cachakou viennent ici chercher directement en bateau et ils ramènent ça de l'autre côté chez eux directement. Une aide directe aux oubliés des circuits de dons traditionnels afin d'apaiser les tensions dues au manque de vivres. Toutes les remontées que l'on a, c'est que les villages ils sont tous un peu coupés, séparés les uns des autres. Et certains villages sont plus approvisionnés que d'autres, notamment sur Roseau, et des endroits aussi où les hélicoptères peuvent atterrir, donc c'est plus facile de pouvoir ramener des vivres. Donc chacun est dans son système D à essayer avec un bateau de venir, de voir ce qu'il peut récupérer. Et donc quand ils voient des vivres arriver, ça crée des malentendus parce que pour eux, ils ont simplement envie de partager. Chacun essaie de penser à sa famille. Donc bon, c'est un peu l'instinct de survie. 2 embarcations sont parties ce lundi. D'autres rotations sont prévues depuis la commune du Prêcheur. Et en Guadeloupe, à peine une semaine après le passage de l'ouragan, se lève un vent de protestation. L'arrêté de catastrophe naturelle ne répond pas aux attentes de tous les sinistrés. Le texte publié au journal officiel ne loge pas toutes les communes à la même enseigne et certains habitants se sentent tout simplement lésés. Explication de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Comme beaucoup de communes du sud Basse-Terre, Baïf a subi de lourds dégâts et l'annonce de l'arrêté de catastrophe naturelle est vécue comme une véritable aberration par toute la classe politique. Pour moi, c'est un scandale. On a déjà subi beaucoup de cyclones et aucun gouvernement n'avait agi de la sorte. Donc, je pense qu'ils vont revoir leur copie dans la mesure où aujourd'hui, on pense que les administrés auront des problèmes avec les assurances, mais nous-mêmes, collectivités aussi, nous aurons des problèmes. Parce que moi, je vous dis, tous les bâtiments communaux chez moi ont été endommagés. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on était très loin des Saintes. On a du mal un peu à comprendre cette position. Voici un cas typique. Madame Rospar a perdu sa toiture, conséquence des fortes rafales durant le cyclone Maria. Pour elle, il sera plus difficile de reconstruire sa maison. Si on n'a pas d'aide un PP, pour moi-même, de mon côté, un PP. Pas d'argent pour ça. Si on n'a pas aidé moi, c'est une nation qui aide moi, que mon activité aussi, mais si on n'a pas aidé moi, là, on PKP. Parce que toute case là, ça a refait. Même salle de bain là, tout ça a coulé. Alors là, c'est côté yoye, on a venu là la journée, et puis on a dormi. Côté ces enfants-là. Injuste et inadapté, voilà comment est qualifié ce décret par les habitants. Gouverné par la France, c'est pas qu'à reconnaître dans la pratique, ça qui fait de ça, il n'y a rien à voir. Et en cacophonie, un bon liennage entre lui ici et les gens en bas là, mais bon, c'est eux qui ont mené en bas là, ils ont décidé ça, ils ont décidé depuis. On série de butin pour Saint-Martin et qu'on a décidé une série de butin pour Guadeloupe, ça ne peut pas étonner maintenant plus. Mais s'il y a revendiqué des 3 butins, il faut nous dire ah non, il ne faut pas ça faire comme ça. Il faut ça qui fait ici dedans, il faut reconnaître ça. Le gouvernement affirme que tout le monde sera indemnisé. Pour l'heure, personne ne sait quels critères seront retenus. En attendant, des voix s'élèvent. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons des dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse. L'ARS a lancé une campagne pour sensibiliser les futures mamans. Et puis dans notre JT des communes, nous irons dans le Nord Caraïbe où la filière aquacole risque d'avoir quelques difficultés à se remettre du passage de Maria chez nous.
Mais avant, direction Paris avec ce qui s'apparente à un cafouillage dans l'organisation de la journée porte ouverte dédiée aux étudiants ultramarins. Contrairement aux 2 années précédentes, cette nouvelle édition n'a pas déplacé les foules. Seuls 200 visiteurs contre 3000 attendus avaient fait le déplacement. Un flop qui serait dû à des désaccords entre l'association étudiante organisatrice de l'événement et le ministère des Outre-mer. Voyez ce reportage de Solène Boissé et de Tafari Tyrolien. Un campus vide. Habitué à une dizaine d'associations, cette année, les jardins du ministère n'en comptaient que 6. Emma vient pour la 2e fois et aujourd'hui, elle est plutôt déçue. Je suis revenue pour voir l'ambiance et du coup, il y a beaucoup moins de choses cette année que l'année dernière et je trouve ça dommage. Il y avait des activités où on pouvait se retrouver ensemble et ça favorisait un peu plus le contact et là, du coup, c'est pas le cas. Moins d'activités, mais surtout moins de jeunes. Il n'était que 200 contre les 3000 visiteurs sur les 2 éditions précédentes. La ministre des Outre-mer n'a pas encore donné d'explication pour ce manque d'affluence, mais profite de l'occasion pour faire passer un message politique en vue de la prochaine édition. Le campus aujourd'hui a accueilli moins de jeunes, me dit-on. On en fera le bilan. Je n'ai pas arbitré sur toutes ces questions, donc on en fera le bilan. Ce qui est clair, c'est que l'an prochain, on sera au rythme et à l'ambiance des assises, puisque les assises de l'outre-mer vont se dérouler sur les territoires jusqu'en janvier. Et cette direction politique ne plaît pas à l'association étudiante organisatrice de l'événement. Pour la GEG, le nouveau ministère est à l'origine de cet échec. Le cabinet n'a pas eu cette cohésion avec nous qu'il devrait avoir en voulant nous apprendre, alors qu'on est à 7 fois des éditions où on accueille des événements à plus de 3000 personnes. En voulant jouer, on s'improviser organisateur, on ne s'improvise pas organisateur. Ils en paieront les conséquences. C'est-à-dire que c'est le campus qui finalement aura coûté le plus cher au ministère. Le plus cher avec une dépense proche des 70 000 €, ce qui équivaut à 300 € dépensés par visiteur. Si la guerre persiste entre l'association guadeloupéenne et le ministère, on peut imaginer 2 éditions distinctes pour l'année 2018, de quoi semer encore plus la confusion chez les étudiants ultramarins. Alcool et grossesse, un mélange très néfaste pour le fœtus. C'est le message d'alerte que fait passer l'ARS par une campagne de sensibilisation qui a commencé en début du mois. Le sujet est très tabou aujourd'hui puisque les futures mamans sont encore nombreuses à minimiser le petit verre de temps en temps. Alcool et grossesse, c'est notre dossier du soir et il est signé Alizé Lutran et Michelet François. Chaque année en France, 8000 enfants naissent avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. En Martinique, on enregistre environ 4500 naissances par an. Si le phénomène est plutôt rare chez nous, la consommation, même occasionnelle d'alcool durant la grossesse, peut avoir des conséquences dramatiques sur l'enfant. L'alcool est très toxique pour le développement du cerveau du bébé. Au contraire, au premier trimestre, il est encore beaucoup plus sensible aux toxiques. Et en fin de grossesse, le cerveau, si vous voulez, il s'affine. Donc, il va entraîner un retard donc, du développement du fœtus, et essentiellement au niveau de la tête. Et c'est des lésions irréversibles à partir du moment où le bébé a une microcéphalie et vous voyez, cette dysmorphie faciale qui est propre au syndrome d'alcoolisme fœtal. C'est pas parce qu'elle arrête de boire que ça va se réparer. Pour moi spécialement, je bois pas d'alcool, donc j'ai des copines, des sœurs qui boivent de l'alcool. Après, je leur dis qu'il faut pas boire parce que c'est pas bon pour l'enfant, mais bon. On aura beau dire, mais ils n'écoutent pas du tout. L'alcoolisation fœtale, de prime abord, le terme ne parle pas forcément au plus grand nombre. Et pourtant, nombre de personnes semblent prendre la mesure du risque lié à la consommation d'alcool durant la grossesse. Ça rend l'enfant infirme, toutes sortes de choses. Hein. Je sais qu'une femme enceinte ne doit pas boire d'alcool. C'est pas bon, même un petit verre. Quand c'est absorbé, quel que soit le degré d'absorption, ça a des conséquences physiologiques, psychologiques, mentales. Pour aller toujours plus loin dans la conscientisation, faire évoluer les comportements et notamment ceux de l'entourage des femmes enceintes, cette année encore, l'antenne locale de l'ARS met en place une vaste campagne de sensibilisation. On va voir à la télévision des spots qui sensibilisent sur cette prise d'alcool, des affiches et puis des calendriers. Pour chaque mois, une nouvelle recette leur est proposée de boissons sans alcool, alors qu'avec plein d'imagination, plein de couleurs. Tout ça pour rester dans le ludique, mais tout en étant zéro alcool. La première cause de handicap
non génétique serait quand même la consommation d'alcool, quel que soit le terme de la grossesse. Pour ne prendre aucun risque, vous l'aurez donc compris, durant la grossesse, c'est zéro alcool. Où commence et où s'arrête notre liberté de pratiquer une religion? C'est la question qui sera abordée demain soir au Parc culturel Aimé Césaire. Pour en parler, nous recevons le docteur Ganoun Diop qui animera la conférence. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec beaucoup de joie. Alors, la religion est un sujet encore tabou. Le manque de tolérance dans la pratique est à l'origine de nombreuses guerres et de nombreux crimes encore dans le monde. Est-ce que vous pensez que vous pourrez en parler sereinement demain soir? Certainement. En fait, si on n'en parle pas, il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique. Je crois qu'il est extrêmement important, oui, disons de se rappeler que dans le passé, les religions ne sont pas en fait comportées selon les valeurs qu'elles semblaient promouvoir. Ce qui manquait, l'élément essentiel, c'est la liberté de conscience accordée à tous. Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réformation, par exemple, on se rend compte que l'élément qui a manqué, c'est la liberté de conscience. Parce que sans cette liberté, il ne peut pas y avoir de tolérance. Et la tolérance, ce n'est pas seulement l'idée, je vais tolérer l'autre. En fait, c'est une solidarité dans notre humanité. Mais il faut dire quand même que cette tolérance fait défaut à beaucoup de personnes pour l'instant. Il n'y a pas de doute. Et c'est la raison pour laquelle, justement, notre association, nous faisons des conférences dans le monde entier pour sensibiliser les gens. En fait, faire appel à un principe fondamental, c'est-à-dire la dignité de l'être humain. Sans le respect de la dignité de chacun, il n'est pas possible de coexister pacifiquement. Et comment vos conférences ont-elles été accueillies dans le reste du monde? D'ailleurs, nous venons juste d'avoir une conférence en Floride avec à peu près 600 personnes venant du monde entier. Justement, le thème était la liberté religieuse et l'espoir de la coexistence pacifique. Bon, il y avait des bouddhistes, hindous, catholiques, adventistes, baptistes, toutes sortes de personnalités chrétiennes, justement, pour venir parler ensemble. Car le monde a changé, je pourrais dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, quelque part. Quand on pense 6 millions de morts la Première Guerre mondiale, 16 millions du moins, et puis 60 millions de morts la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça, les nations se sont dit, disons, faisaient face à deux options, soit continuer de faire la guerre, ou bien chercher à bâtir des ponts pour construire la paix. Et d'ailleurs, les Nations Unies se sont donc consolidées, j'allais dire, parce qu'il y avait la Ligue des Nations avant. Mais les piliers des Nations Unies sont la paix et la sécurité, la justice et le développement, deuxième pilier, et enfin les droits de l'homme, justement, y compris la liberté individuelle, l'égalité personnelle et enfin la dignité de l'être humain. Mais malgré tout ça, il y a encore beaucoup de crimes dus à la religion. Bien entendu, mais c'est aussi pour ça, justement, que nous essayons de faire appel au meilleur dans l'être humain, aux personnes de bonne volonté. Malheureusement, et vous avez raison, dans le monde, il y a à peu près 76% de personnes qui vivent privées de leur liberté de croire ou bien de ne pas croire. Et je crois justement qu'il est temps que nous puissions apprendre les leçons du passé pour renoncer une bonne fois pour toutes à cette violence, parce que c'est une violence et puis, qui conduit à violer les droits, j'allais même dire la dignité des autres. Et justement, cette conférence va donner des outils concrets. Comment est-ce qu'on peut concrètement arriver à respecter les autres? Je vous donne un autre exemple. Les gens respectent des bâtiments plus que des personnes. Par exemple, les gens vont à l'église, la cathédrale, la mosquée, la synagogue, et ils respectent des lieux, oubliant que les personnes sont plus importantes en fait que des bâtiments. Alors, j'allais vous demander où est la limite, où est la différence entre la religion, la tradition et l'héritage culturel finalement?
C'est extrêmement complexe parce que, en fait, ça va ensemble. Quoique, on pourrait même parler d'une politisation de la religion. En fait, et la plupart des guerres de religion ne sont pas pures et simples, ne sont pas des guerres de religion en soi. Ce sont aussi des religions politisées lorsqu'on parle, par exemple, maintenant de l'islamisme, etc. C'est une récupération de la religion. Alors, mais dans chaque religion prétend en fait résoudre des problèmes et contribuer à la paix civile, sociale, internationale. Mais dans la pratique, les êtres humains récupèrent les religions et en font des instruments de violence. Vous voyez? Alors, le fait de sensibiliser les gens pour comprendre, dans chaque religion, il peut y avoir des choses fondamentalement bonnes, mais il faut quand même continuer à discuter, même dans la différence, j'allais même dire dans la dignité de la différence. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis je rappelle que vous animerez une conférence demain soir à 19 h au Parc culturel Aimé Césaire. Merci à vous. Du Grand Carbet. Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci bien. Place au sport maintenant avec un week-end qui a été marqué par le 3e tour de la Coupe de France de football. En basket masculin, c'est le tour préliminaire de la Coupe de France qui a été disputé. Et enfin, en moto, la course de côte de Marc Capron au Marin est revenue hier à Jean-Marc Dondin. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Lecherti. En football, le 3e tour de la Coupe de France n'a réservé qu'une surprise, la qualification au tir au but de Luigi Monroe aux dépens de l'Essor. Pour le reste, la logique a été respectée avec les qualifications du Club franciscain, du Golden Lion, du Good Luck, du RC Rivière Pilote, de l'Aiglon, du New Star et du Club Colonial. En basket masculin également, on jouait la Coupe de France, un tour préliminaire où la logique a été respectée. Le SC Lamantinois, l'Aiglon, l'US Ducos-16, l'USAC, le Golden Lion et le Wax se sont qualifiés. Le week-end prochain, les quarts de finale opposeront l'US Ducos-16 au SC Lamantinois, l'USAC à la Gauloise, le Golden Lion au Wax et l'Aiglon au CS Carbet. En moto, la course de côte de Marc Capron au Marin est revenue hier à Jean-Marc Dondin. Il parcourt la distance en 47 secondes et 66 centièmes. Livan Luchel et Jean-Marc Mélézan complètent le podium. À l'issue de cette 4e manche du championnat, Livan Luchel est leader devant Jean-Philippe Duféal et Jean-Marc Dondin. Le tout nouveau champion de France 2017, mesdames et messieurs, Axel Marilus. Moto toujours, Axel Marilus, sacré champion de France junior en super motard 125 cm3, catégorie S3. Il s'est imposé hier sur le circuit Carole à Tremblay en France. ATV est toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui se penche ce soir sur la filière aquacole qui aura certainement quelques difficultés à se remettre du passage de l'ouragan Maria chez nous. La côte Caraïbe est la plus touchée. Hubert Bornil et Johan Boulard se sont rendus au Carbet pour constater les dégâts. Regardez. Sur la côte Caraïbe, depuis le passage de Maria, on ne peut pas dire que la houle soit vraiment redescendue. Du côté des aquaculteurs, en tout cas, ils sont 3 pratiquement à opérer encore. Il y a eu pas mal de pertes et une profession qui aujourd'hui est en plein doute. Au Carbet, de bons rouleaux déferlent encore après le passage de l'ouragan. Ici, aucune activité en mer n'est possible. Les aquaculteurs de la commune ne peuvent que constater l'ampleur du désastre. Certains fermiers peuvent tenir le coup, mais Marcel Palmont a perdu plusieurs structures et il sait que la reprise sera difficile. Les 2 autres fermes aquacoles sont intactes, celle de M. Griffith ainsi que celle de M. Rago. Et apparemment, la mienne, elle a disparu, mais c'est vrai que j'étais en train de quitter le secteur aquacole. Alors pour moi, personnellement, j'ai perdu qu'à peu près 60 000 € de cubes qui étaient en mer, mais qui sont partis. L'ouragan Maria vient frapper une filière déjà moribonde. Ils ne sont plus que 7 sur le territoire de la Martinique. J'ai vu les élus et j'ai expliqué que c'est une poisson d'aquaculture que nous avons qui s'appelle le loup des Caraïbes. Et c'est vrai, dans le monde entier, l'aquaculture est très mal vue, alors qu'en Martinique, les Martiniquais ont adopté ce poisson.
et que je trouve dommage que les élus, que la CTM ne s'occupe pas au plus près du secteur aquacole et du secteur de la pêche. Les dégâts sont encore visibles sur la côte Caraïbe. En revanche, au Robert, les structures ont bien tenu. Et là, il y a moins de pertes, à l'exception de l'Ifremer, qui annonce avoir perdu quelques reproducteurs à cause des coupures de courant. Bien sûr, on a perdu côté aquaculture, mais vous le voyez, on a gagné côté solidarité. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking visiteur de la CGSS à Place d'Armes au Lamentin. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Retrouvez tout de suite nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.